Un événement personnel semble avoir joué un rôle déterminant dans la genèse de cette symphonie et il s'est déroulé dans la forêt de Heiligenstadt à l'été 1802. Adolf Bernhard Marx évoque un vrai drame de la vie, ein volles Drama des Lebens, qui serait à l'origine de cette œuvre grandiose. Ce jour-là, le maître et son élève Ries décident d'aller faire une promenade matinale. Je cite : « C'est lors de cette promenade vagabonde que Beethoven me donna la première preuve frappante de la perte de son ouïe, dont Stefan von Breuning m'avait déjà parlé. Je lui fis remarquer un berger qui, dans un bois, jouait joliment d'une flûte en bois de sureau. Beethoven resta pendant une demi-heure sans pouvoir rien entendre, et bien que je l'assure à plusieurs reprises que moi non plus je n'entendais rien, ce qui n'était pas vrai du tout, il devint extraordinairement taciturne et sombre. » Fin de citation. Le musicien n'a alors que 32 ans, et il se rend compte, avec désespoir, que sa surdité est irréversible. Envoler les joies de la conversation, de l'échange intellectuel, mais aussi les espoirs de vivre l'amour dans le partage et la complicité. Dans ces conditions, la mort peut devenir la seule issue, qu'il envisage alors sérieusement dans une lettre d'adieu écrite les 6 et 10 octobre 1802 et connue sous le nom de Testament de Heiligenstadt. Je cite Beethoven lui-même : « C'est l'art et lui seul qui m'a retenu. Ah, il me semblait impossible de quitter le monde avant d'avoir donné tout ce que je sentais germer en moi, et ainsi j'ai prolongé cette vie misérable, écrit-il dans ces lignes pathétiques, retrouvées dans un tiroir après sa mort. » D'après le musicologue allemand Gustav Notebaum, les premières esquisses de la troisième symphonie datent de la mi-octobre 1802 et pourraient être vues comme les signes tangibles de son auteur de vouloir s'inscrire dans une nouvelle dynamique, une nouvelle vie comme une seconde naissance. C'est la thèse soutenue notamment par le musicologue américain Maynard Solomon. Dans cette optique, cette œuvre releverait d'un héroïsme d'ordre intellectuel, moral, mais aussi émotionnel, artistique, débouchant sur une véritable révolution symphonique. Il est d'ailleurs troublant de constater que le compositeur lui-même a clairement manifesté cette volonté en déclarant fin 1802 à son ami violoniste Wenzel Krumpholz, je cite : « Je suis peu satisfait de mes travaux jusqu'à présent. À partir de maintenant, je veux ouvrir un nouveau chemin. » Fin de citation. Et en effet, si cette symphonie ouvre une nouvelle ère, comme le dit Romain Rolland, c'est qu'avec elle, le rapport entre l'intention et les moyens se trouve bouleversé, de même que l'expérience du temps et de l'espace. Rémy Stricker en est d'ailleurs convaincu, c'est dans l'acte de composition lui-même que se révèle l'héroïsme de cette partition, et non dans ses connotations programmatiques. Et il est vrai que l'héroïsme se niche également dans le choix des moyens musicaux utilisés. Effets de contraste, syncope, sforzando, intervalles dissonants, fanfares des cuivres, autant d'éléments indiquant l'idée d'une force héroïque qui, avec une fougue gigantesque, nous mène au plus haut, comme l'écrit Richard Wagner. Avec cette symphonie, Beethoven réalise un saut en avant énorme, non seulement vis-à-vis de ses prédécesseurs, mais également si on la compare à ses 2 premières symphonies, encore marquées par certains éléments de leur langage. Elle surprend par sa durée, 50 minutes environ, et par ses dimensions, notamment celle de ses développements. C'est ainsi que l'on compte au total 691 mesures pour l'ensemble de la symphonie, dont 246 pour le premier mouvement, contre 68 pour le premier mouvement de la symphonie 41 Jupiter de Mozart, pourtant déjà fort élaborée. Rappelons également que les symphonies de Mozart et de Haydn ne dépassent jamais 30 minutes. Alors que dans sa 5e symphonie en ut mineur, Beethoven compressera le matériau musical, ici il l'élargit, le densifie, l'étire. Le musicologue et compositeur André Boukhourelitchiev évoque, je cite, une conception nouvelle du temps musical, que Beethoven active et réactive par tous les moyens, et qu'il parvient à rendre incandescent, irrépressible. Fin de citation. Non seulement Beethoven ose incorporer une marche funèbre comme partie intégrante d'une symphonie, ce qui ne s'était jamais produit ni chez Mozart ni chez Haydn, mais il en fait le mouvement le plus long,
et cela est incontestablement porteur de sens. Si l'instrumentation est globalement celle des dernières symphonies de Mozart et de Haydn, elle sonne de façon nouvelle et audacieuse et crée un espace sonore inédit dans la manière de répartir le poids des cordes et celui des vents. L'intensité, la force qui s'en dégage, notamment dans son premier mouvement, est époustouflante. Incommensurable, comme le dit Rémy Stricker. Il y a là une gestion de l'énergie totalement inédite, qui avec ses flux, ses ruptures, ses contrastes et son sens du suspense, apparaît d'une modernité incroyable. L'œuvre se révèle un modèle de complexité et de développement organique, parfaitement décrit par Max Graf. Je cite : « L'étude des esquisses de l'héroïque montre avec quelle précision mathématique Beethoven pèse chacune des parties de la symphonie. Comment la croissance d'une partie a des conséquences directes sur l'épanouissement d'une partie voisine. Comment la transformation d'une partie entraîne à sa suite celle d'une seconde partie, et comment cette dernière se développe à partir de la première. » Il ajoute : « On voit comment il renforce de cette façon l'effet de chaque passage lyrique ou élégiaque, en le faisant précéder ou suivre d'un passage animé d'une émotion dramatique, en accentuant le contraste entre le clair et l'obscur, le morne et le solennel. » Fin de citation. Mais l'innovation la plus marquante est probablement cette pulsion d'énergie qu'évoque Charles Rosen. Ce presque rien, les deux premiers accords parfaits fortissimo de mi bémol majeur abrupt, puis le premier thème sur un rythme simple à 3 temps. Qui donne l'impulsion à l'ensemble du premier mouvement. Ce premier thème, énergique et solennel, est d'abord exposé piano par les violoncelles. Les 4 premières mesures présentent des analogies avec l'ouverture Bastien et Bastienne, composée par Mozart à l'âge de 12 ans en 1768. Le choix de la tonalité principale de mi bémol majeur nous indique également à quel point Beethoven prenait cette œuvre au sérieux. Avait-il lu le traité musical de Francesco Galeazzi, publié en 1796, qu'il a défini comme une tonalité héroïque, extrêmement majestueuse, grave et sérieuse ? Il n'entre pas dans le cadre de ce documentaire de se livrer à une analyse détaillée de chacun des mouvements de cette symphonie. Tentons simplement d'en dégager le canevas général
et de souligner l'importance de la figure mythique de Prométhée pour en comprendre le sens. Pour chaque mouvement, nous nous bornerons à faire état des commentaires avisés de Richard Wagner ou d'autres musicologues de la musicologie allemande. S'il fallait en résumer succinctement la trame, on pourrait y voir une sorte de tragédie en 4 actes. Premier mouvement, premier acte, le combat du héros. Second mouvement, second acte, la mort du héros. Troisième mouvement, troisième acte, la renaissance du héros. Enfin, quatrième mouvement, quatrième acte, l'apothéose du héros. Ce canevas fait aujourd'hui presque l'unanimité auprès des principales figures de la musicologie allemande contemporaine, ce qui est à souligner. Rappelons que pour Beethoven, la forme n'est pas un cadre rigide auquel se conformer, mais un processus en perpétuelle évolution au service de la pensée musicale. Ici, seul le premier mouvement, allegro con brio, respecte les canons de la forme sonate. Les 3 autres mouvements affirment chacun leur originalité. Il y a là, incontestablement, comme l'affirme le musicologue allemand Paul Becker, un héroïsme de l'acte créateur lui-même. Richard Wagner vouait une admiration sans borne à ce premier mouvement. Alors qu'il le jouait au piano avec sa femme Cosima, le 23 janvier 1870, il se leva, très ému, et dit « Beethoven est le seul qu'on puisse comparer à Shakespeare. » Fin de citation. À Venise, le 4 octobre 1882, il déclare à propos de la seconde partie de cet allegro, je cite, « Je ne connais rien d'aussi achevé en tant qu'édifice, structure de la musique. La manière dont les thèmes s'entrelacent, ce sont des guirlandes qui se font face et s'entrecroisent. » Cosima Wagner ajoute, il remarque que ce mouvement n'a jamais obtenu des applaudissements très tumultueux. Il contient donc trop d'esprit, lui ai-je demandé. Richard a répondu, oui, trop d'esprit. Dans son programme, rédigé en 1851, avant de diriger lui-même l'œuvre, Richard Wagner estime que c'est la force qui caractérise ce premier mouvement. Je cite, « Cette force, écrit-il, sans cesse exaltée par ce choc de sensations, et toujours sur le point de céder à leur exubérance, c'est elle qui confère à toute l'œuvre son impulsion dominante. Elle se concentre vers le milieu du mouvement jusqu'à devenir une puissance de destruction. Et dans son élan irrésistible, nous croyons voir devant nous, comme un dévastateur de l'univers, un titan qui se mesure avec les dieux. » Fin de citation. Romain Rolland n'était pas loin de partager cet avis, lorsqu'il affirme que l'esprit de Beethoven a pour support la force. Rappelant cette phrase de Beethoven lui-même, écrite vers 1800 à son ami Smeskal, « La force est la morale des hommes qui se distingue des autres, et c'est aussi la mienne. » Le musicologue allemand Adolf Bernhard Marx voyait dans cette symphonie un drame de la vie en 4 actes, et considérait ce premier mouvement comme une représentation de la marche du héros. Nous serions donc plongés ici, non pas au cœur d'une bataille napoléonienne, comme Fabrice del Dongo dans la Chartreuse de Parme de Stendhal, mais au centre d'un combat bien plus redoutable, celui de l'esprit, contre tout ce qui réduit sa capacité d'agir et de s'élever. La force croît avec l'ennemi qui l'assaille, ajoute Romain Rolland, qui évoque le champ de bataille de l'âme, celle de Beethoven, dans ce premier mouvement aux proportions colossales. Ce combat se manifeste d'abord dans le traitement de la matière sonore elle-même, en perpétuel renouvellement,
faisant s'entrechoquer épisodes rythmiques ternaires et binaires, et accumulant de violents contrastes, ainsi que d'inhabituelles dissonances. De nombreuses mentions SFZ, sforzando, indiquent aux musiciens qu'il convient de renforcer l'intensité des notes tout au long de cet allegro. Le combat est rude, et il est ponctué parfois par la sonorité stridente des trompettes, instrument militaire par excellence. Les sentiments humains, aux manifestations innombrables, tantôt se pénètrent, tantôt s'opposent en un violent contraste, constate Richard Wagner, ajoutant que ce premier mouvement échappe à toute définition. En effet, comment résister à un tel concentré d'énergie, de force, de contraste abrupt, à cette impression de grandeur? Certes, dès l'exposition, le thème B apporte des notes de tendresse bienvenues. Au milieu de ce flot sonore impétueux, il incorpore même, dans le développement, un troisième thème, qu'on pourrait appeler C, très mélodique, en mi mineur, chanté par le hautbois, toujours synonyme chez Beethoven de douceur teintée de tristesse. On note aussi l'effet de surprise, voulu par Beethoven, lorsqu'il fait entrer prématurément le deuxième corps, 4 mesures avant la vraie réexposition, montrant ainsi la volonté du jeune Beethoven de bousculer l'auditeur. Notons enfin que la fin du mouvement apporte une certaine détente. La réexposition reprend à peu près les mêmes termes que l'exposition, mais il n'y a plus désormais de rythme binaire, qui vient s'imposer au milieu du chemin et contrecarrer le flux ternaire principal. Le thème A, qui ouvrait le mouvement, entame sa marche victorieuse, qui s'achève par une fanfare finale des trompettes, qui exalte le triomphe du héros. Certes, Beethoven avait déjà incorporé une marche funèbre dans sa sonate pour piano numéro 12, opus 26, composée en 1800-1801. Mais en faisant de même dans une symphonie, il bouleversait les normes établies autour du traditionnel adagio ou andante des symphonies classiques. Il est probable que le contexte historique ait joué un rôle, et notamment la Révolution française, friande de marches solennelles,
visant à exalter la mémoire des héros morts pour la patrie. Beethoven en avait été abreuvé à Bonn, dans les années 1790, et il connaissait les pièces de Gossec, Méhul et Cherubini au tempo très lent, au rythme pointé, insistant, et avec imitation de roulement de tambour. C'est dans sa partie centrale, double fugue gigantesque, que ce second mouvement atteint le sommet de la douleur. Notons également qu'il s'achève sur la mort du thème lui-même, qui se disloque, se désagrège, et dont il ne reste plus que le squelette. Rappelons-nous de l'année 1821, lorsque, apprenant la mort de Napoléon sur son rocher de Sainte-Hélène, Beethoven déclara « J'ai déjà écrit la musique qui convient à ce triste événement, il y a 17 ans. » Pensait-il déjà, en 1802-1803, à la mort future de l'empereur, alors que ce dernier était en pleine ascension ? C'est possible, mais peu probable, compte tenu du drame personnel que traversait alors le compositeur et dont témoigne la rédaction de son testament. Deuxième hypothèse, il pourrait s'agir de sa propre mort, certes symbolique, mais sérieusement envisagée en octobre 1802, c'est-à-dire peu de temps avant d'avoir noté les premières esquisses des premiers, deuxième et quatrième mouvements. Cette mort pourrait aussi être celle d'un corps qui le faisait souffrir, pour ne laisser intact et immortel que son esprit, celui qu'évoque si bien Romain Rolland. Troisième hypothèse en forme de question, Beethoven ferait-il ici le deuil d'une vie heureuse pour lui, rendue désormais impossible du fait de sa surdité ? Enfin, on pourrait aussi y voir un hommage rendu aux héros anonymes des guerres napoléoniennes, fauchés au combat en pleine jeunesse, et incarnant dans leur chair le triste destin du continent européen. Aucun témoignage ne va dans ce sens, mais le contexte historique permet de l'envisager.
Richard Wagner qualifiait ce second mouvement de catastrophe tragique. Dans son programme de 1851, il écrit, je cite, « Un sentiment dominé par une émotion profonde se communique à nous dans une langue musicale saisissante, cependant que nous pénètre une tristesse solennelle. Une mâle et grave mélancolie s'épand, de la plainte à l'entendrissement, au souvenir, aux larmes de l'amour, au recueillement, à l'appel enthousiaste. De la douleur germe une force nouvelle qui nous emplit d'une ardeur sublime. » Fin de citation. Les premières mesures ne laissent aucun doute. Pianissimo en ut mineur. Les premiers violons exposent leur marche dans le grave, accompagnés par le grondement des basses, à la manière d'un roulement voilé de tambour. Il s'agit bien d'un cortège funèbre, on porte un mort. Ce thème, A1, est ensuite repris par le hautbois, mesure 9 à 17, sur un ton plaintif, qui nous projette dans la sphère de l'intime, celle de Beethoven lui-même, toujours accompagné du grondement lugubre des contrebasses. Seule l'apparition du thème B, à la mesure 69, en ut majeur, apportera un furtif rayon d'espoir dans cet univers de désolation. Qui atteint son paroxysme dans le fugato central, sommet d'intensité émotionnelle.
quand à la fin de la coda, elle voit se désintégrer le thème principal, qui s'éteint comme dans un dernier souffle de vie. La vie reprend, et elle est marquée par le rythme, la pulsation. Alors que chez les classiques, le menuet constitue le plus souvent un moment de détente, le scherzo beethovénien apporte une bouffée d'énergie, un sursaut de vitalité, qui balaie tout sur son chemin. Richard Wagner voyait dans ce troisième mouvement le retour de la force, à la grâce si entraînante, mais s'y intéressait assez peu. Beethoven n'a rien indiqué sur le sens à donner à ce troisième mouvement, léger, vif, plein de verve. Beethoven semble vouloir dire oui à la vie, après l'atmosphère tragique, sépulcrale de la Marcia Funebre. Ce dernier mouvement est le point d'aboutissement de 4 ans de doute, de réflexion et de travail. Il est donc d'une importance capitale pour qui veut saisir la signification de cette œuvre hors du commun, l'une des préférées de Beethoven. Rappelons également que pour Richard Wagner, c'est la marche vers cette conclusion qui constituait la tendance héroïque de cette symphonie. Or, le thème générateur de ce finale, qui apparaît pour la première fois dans la variation 4, comme un thème de danse joyeux et plein d'entrain, appartient à une musique de ballet, Les créatures de Prométhée, opus 43, composé 2 ans avant, en 1800-1801, et cela ne relève pas du hasard. Il se trouve que Beethoven voyait en Prométhée
le premier humaniste de l'histoire, celui qui donna le feu aux hommes, dérobés aux dieux, donc la vie, mais aussi l'amour et la connaissance, celle des arts, des sciences. Il avait pour lui une immense tendresse, admirant son courage, plaignant son triste sort et sa solitude. Il aurait donc pu aussi intituler sa symphonie Prometheusz. Présent chez Hésiode dans sa Théogonie, dès le 8e siècle avant Jésus-Christ, repris et transformé par Échille dans Prométhée enchaîné, au 4e siècle, ce mythe grandiose de Prométhée est devenu progressivement le symbole de tous les progrès de l'homme pour se rendre maître et possesseur de l'univers et triompher de l'angoisse et de la mort. Dans la vision d'Échille, en particulier, ce rebelle inflexible devient l'incarnation de l'esprit. Perché sur une montagne froide et hostile, enchaîné sur un rocher, il est seul et désespéré, et pourtant viendra le temps de la délivrance. Dans son ballet, Salvatore Vigano chercha à creuser le mythe et à le transformer en une allégorie du pouvoir de la musique et de la danse à l'origine de l'éveil spirituel des hommes.
On sait avec quel enthousiasme Beethoven se mit à travailler à la composition de cette œuvre d'un peu plus d'une heure, constituée d'une ouverture, d'une introduction et de 16 scènes. Après bien des péripéties, la dernière célèbre l'apothéose de Prométhée, dans la tonalité grave et sérieuse de mi bémol majeur, tonalité principale de la future symphonie héroïque, ébauchée 2 ans à peine plus tard. L'exemple de ce héros mythologique, bienfaiteur de l'humanité, va enthousiasmer Beethoven, à tel point qu'il lui consacrera, outre la musique du ballet de Vigano, 3 autres œuvres entre 1801 et 1804. La contredanse pour orchestre numéro 7, les variations pour piano opus 35 dites Variations Eroica en 1802, et le final de sa 3e symphonie en 1804. Qu'il ait utilisé ce même thème dans des œuvres appartenant à des genres différents témoigne de l'intérêt qu'il portait à ce personnage. Dans le final de sa symphonie, il développe 9 variations et 2 développements fugués sur le thème utilisé dans la dernière scène du ballet, qui s'achève par une apothéose générale.
L'intention paraît évidente. Elle est de nature affective, mais aussi probablement intellectuelle. Rappelons que pour les philosophes des Lumières, Prométhée, bien plus que le martyr entêté, incarnait l'éducateur bienveillant qui élève l'homme et le civilise par l'art. Pour Goethe et Herder, à la fin du XVIIIe siècle, il devint même le symbole de l'artiste créateur, du génie qui ne crée que selon ses propres lois. Le feu qu'il déroba aux dieux, sorte d'étincelle divine, était perçu comme la source de toute création. Nul ne sait si Beethoven partageait cette vision, mais on ne peut l'exclure, tant il se passionnait pour la mythologie grecque et les idées de l'Aufklärung, les Lumières allemandes. Il est vrai aussi que pendant ses premières campagnes victorieuses en Italie, Bonaparte fut désigné comme un nouveau Prométhée, dans la mesure où, à l'image du Titan, le fougueux général combattait le despotisme et apportait au peuple un cadre institutionnel et législatif leur permettant d'évoluer dans une société moins inégalitaire. Certains auteurs français, Jean et Brigitte Massin, Elisabeth Brisson, mais aussi allemands, Martin Geck et Peter Schleuning, ont avancé l'idée selon laquelle, imprégné de cette légende du mythe révolutionnaire de Prométhée, Beethoven aurait en fait eu Bonaparte en tête en composant les variations du final de sa troisième symphonie. Mais où sont les preuves d'une telle affirmation ? Aucun document, ni témoignage de cette époque ne permet d'aller dans ce sens. Si la dimension éthique ou philosophique de ce final fait encore l'objet de discussions, son intention musicale apparaît beaucoup plus clairement. Il y a en effet dans l'usage même de la variation l'idée d'une dynamique, d'un renouvellement constant. Quant à la présence d'un thème principal issu d'un ballet, la danse renvoie au mouvement, et le mouvement à la vie. Cette vie qui tient du miracle, et qui éloigne les ombres de la mort, présente dans le second mouvement. Dès lors, une cohérence apparaît, un chemin se construit, en musique, au fil des 4 mouvements, celui de Beethoven lui-même. Ce thème essentiel du final va se métamorphoser tout au long du mouvement, d'abord léger et dansant dans les premières variations, il devient grave, éloquent, émouvant dans la partie Poco andante. La variation numéro 8, intitulée Poco andante, en mi bémol majeur, apporte une tonalité élégiaque, tendre, religieuse. On y perçoit toute la tendresse que Beethoven éprouvait pour Prométhée. Le thème de Prométhée y est exposé dans un tempo 3 fois plus lent et en mi bémol majeur. Chanté d'abord par les bois, il est ensuite repris par les cordes et les cuivres, avant d'être prolongé par une nouvelle mélodie fervente et tendre. Le chef d'orchestre allemand, Christian Thielemann, y entend, je cite, « un grand moment sacré », tandis que Richard Wagner ressentait dans ce passage, je cite, « un sentiment sublime d'extase pénétrant jusqu'au plus profond du cœur de l'homme ».
Un crescendo solennel achève de façon majestueuse cette variation 8 et nous mène vers la variation 9 qui l'amplifie fortissimo avec une grande solennité. Richard Wagner voyait dans ce finale une sorte de synthèse entre le second mouvement, marqué par la souffrance, et le troisième, empreint de joie et de sérénité. Synthèse qui incarnait selon lui l'homme tout entier en harmonie avec lui-même. Il est pour le moins étonnant que pas une seule fois il n'évoque la figure de Prométhée à propos de ce dernier mouvement. Le presto final, toujours sur le thème de Prométhée, affirme de façon insistante des accords de tonique scandés sans arrêt pendant les 13 dernières mesures. La victoire semble acquise, le héros triomphe, dans la joie et la liberté. Beethoven vient de nous faire vivre, de l'intérieur, son combat intime, celui d'un homme encore jeune, brisé par la douleur, mais trouvant en lui-même les ressources nécessaires pour se battre, dans cette œuvre puissante et miraculeuse, tant elle allie ambition spirituelle et rigueur implacable de sa construction. Il semble bien que le sens profond de cette symphonie dépasse, et de loin, la figure historique et mythique de Napoléon Bonaparte. En se référant à l'héroïsme en général, Beethoven ne fit qu'accroître encore davantage son côté mystérieux et sublime. La beauté ne saurait correspondre au paradigme d'une œuvre d'une telle envergure, qui probablement revêt une signification de nature éthique, voire même spirituelle. Outre sa modernité et sa puissance d'expression, elle apparaît comme un jalon essentiel dans le parcours à la fois douloureux et exaltant de Beethoven lui-même. Mais elle porte aussi en elle une telle énergie que l'auditeur peut vouloir se l'approprier et y trouver une métaphore de sa propre vie intérieure, lui donnant ainsi une dimension universelle. Romain Rolland le formule en ces termes parfaitement justes et vrais, je cite. « Le grand motif qui gouverne la symphonie est un être. Que nous importe qu'il soit homme ou idée, obscure voix de l'instinct ou volonté claire, il est vivant et il agit. Qui peut douter de son existence? Droit et simple, il va en avant. Il est marqué, dès les premiers pas, du sceau de sa destinée, qui marche à son but et qui ne connaît rien d'autre. »